voici donc à présent le zoom qui nous amènera jusqu'en Corée du Nord, ou même qui nous amènera en fait dans le Pacifique, puisqu'il s'agira de tenter de décrire un peu la relation bizarroïde qui s'est installée entre les deux leaders, Donald Trump et Kim Jong-un. Voilà, j'ai donné les noms, je me sens sali un petit peu, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus... Et le zoom fait que commencer. Bref, nous allons reprendre pour présenter un petit peu la situation géopolitique, les actualités, avant de nous focaliser un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler une relation interpersonnelle. Et encore, voilà, je vois Raphaël Mills sourire un petit peu, bref. Un peu. Une fois, comme on dit en Belgique. Si vous avez donc suivi les éditions précédentes de LV Weekend, nous avions également parlé de ce fameux sommet à Singapour, un sommet historique selon un certain nombre d'observateurs, et pour le coup en observateur francophone, je vous recommande Frédéric Corjadias et Arnaud Vollerin, qui sont des correspondants à l'étranger. Et il s'agissait donc d'obtenir de multiples résolutions de conflits, c'est-à-dire adoucir la menace nucléaire qui pèse sur la péninsule coréenne, c'est-à-dire rééquilibrer le rapport de force sur le continent asiatique entre les puissances continentales et les puissances maritimes, plutôt très liées aux États-Unis. Et il s'agissait également de faire un recadrage, disons, idéologique, de faire un réajustement idéologique des États-Unis, notamment concernant l'axe du mal, notamment concernant le commerce en Asie. Et on ne s'y trompe pas, c'est bien une nouvelle ère politique, géopolitique qui s'ouvre devant nous, car il faut le reconnaître, la Corée du Nord, sans doute, n'a pas un poids de premier plan, mais la Chine, qui joue son rôle de grand frère, même dans les négociations géopolitiques, a un poids qui ne fera que se renforcer au fur et à mesure de la politique. Dans les différents sujets qui sont très concrets, il s'agissait d'obtenir la dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange d'un soutien économique, un petit peu donc sur le modèle de la réunification allemande entre RDA et RFA. Une opinion publique et populaire qui est globalement assez favorable, disons, à l'idée qui est acquise à l'idée d'une sorte d'unité ou une sorte de fraternité, mais qui ne sait pas trop comment se réunifier. Il y avait notamment la question des enlèvements par le régime nord-coréen de citoyens issus des pays avoisinants dans l'espoir de former des espions qui lui permettraient de s'informer sur les réussites économiques des pays voisins et non pas limitrophes, parce que bon, il n'y a que la Corée du Sud et la Chine qui sont limitrophes. Mais il y avait donc cette tension qui était auparavant négociée dans ce qu'on appelait les pourparlers à 6, et notamment le Japon et notamment un rapport assez tendu au Japon qui était présenté comme dans la ligne de mire des essais nucléaires, mais en plus une victime une des principales victimes de ces enlèvements de citoyens. Puis il y a également donc ce jeu diplomatique autour de la Chine, pour laquelle donc le continent asiatique en fait est présenté comme un bloc émergent non occidental, ne partageant pas forcément les valeurs des droits de l'homme, ayant un modèle économique qui partant en fait du grand frère japonais, mais bon, dont le rôle s'estompe, s'étiole petit à petit. Et donc finalement l'émergence d'un bloc continental donc, qui, pour le coup, là en fait, est dans un modèle politique, économique, totalement différent, avec lequel personne ne sait vraiment comment négocier. En témoignent d'ailleurs les pressions qui sont subies par l'Europe, de la part des États-Unis, de la part de la Chine, dans des petits accros. Bon, après, alors les États-Unis, c'était l'accord iranien. La Chine, c'était l'affaire d'Oxford pour les histoires de pression sur le corps enseignant. Voilà. C'est
un jeu diplomatique tendu qui s'est installé et ce sommet devait permettre de l'adoucir. Et on a eu, dans les premières heures, des déclarations tout à fait généreuses, tout à fait bienveillantes. Mais il faut... j'ai le regret de vous annoncer qu'aujourd'hui même, nous avons eu l'annonce que Donald Trump, fidèle à sa réputation, ô combien désastreuse, ô combien discutable, vient de revenir sur sa position, de revenir sur ses rêves de paix, en présentant à nouveau la Corée du Nord comme une menace nucléaire. Ainsi, le corps de cette négociation qui était peut-être d'obtenir la dénucléarisation de la péninsule tombe à l'eau. Si on peut considérer que les meubles sont sauvés, eh bien, il n'y aura pas d'exercice militaire conjoint avec la Corée du Sud. Si c'est peut-être la seule preuve d'accalmie qui peut être retenue, cela peut être aussi retenu comme un affaiblissement de la présence américaine en Asie de l'Est. Ainsi, Donald Trump, fidèle ou plutôt infidèle à son rôle, continue d'alimenter l'instabilité, et nous avons, pour tenter un petit peu de tempérer le marasme, décidé de vous parler un petit peu de la figure des deux leaders qui vont sans doute se balancer à la figure des mots gentils pendant les quelques années à venir. Alors pour cette deuxième partie, je vous invite à prendre vos smartphones, tablettes ou ordinateurs, et puis allez, des petits mots simples: Kim, Trump, caricature. Vous allez trouver de très jolis dessins, notamment, avec, je ne peux pas me retenir de vous décrire avec vraiment toute la modération qu'il se doit, hein, mais j'ai été très marqué par cette image où l'on voyait Kim Jong-un et Donald Trump tous les deux dénudés dans un même lit en train de toucher un missile, leurs missiles respectifs. Voilà, c'était donc le dessinateur a eu un courage, je crois, assez extraordinaire, il faut le dire. Et ces caricatures font suite à cet échange par Twitter de menaces pseudo-nucléaires, pseudo-diplomatiques. Alors pour ne retenir que les mots les plus caractéristiques, Kim Jong-un avait insulté Donald Trump de vieux sénile. Donald Trump avait promis le feu et le sang, je crois, et la fureur, il me semble. Pardon, la fureur, oui. Le feu et la fureur, c'est ça, pas le sang, c'est le feu et la fureur aussi. C'est un mix entre Trump et Churchill. Ah oui, ouais, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Mais il y avait donc une continuité dans cet échange, et le burlesque en fait n'avait pas manqué d'interpeller les dessinateurs, donc je disais. On se rappelle également de cette mémorable dispute sur l'histoire du bouton nucléaire, qui a le plus gros. Bon, on en est... Et qui a celui qui fonctionne. Oh là là. Bon, après la technologie, voilà. Hein. Ce ne sont pas des ingénieurs que nous avons à la tête de l'État. Mais bon, ceci étant dit... donc nous revenons également sur une petite anecdote qui ne manquera pas de vous faire rire. C'était la semaine dernière, mardi dernier, à la fin du sommet de Singapour, entre Kim Jong-un et Donald Trump. Un clip de 4,12 minutes. C'est précis. Il avait été diffusé juste avant la conférence de presse de la déclaration finale signée par les deux leaders. C'était pour Donald Trump l'occasion de tenter de fasciner son rival, de tenter d'imposer une relation sur une admiration respective des chefs d'État
Sans oublier évidemment que Donald Trump avait tressé quelques lauriers à un homme fort. Voilà. Bon, le mot dictature finalement a très peu d'importance aujourd'hui, mais bon, il y a voilà, cette envie finalement d'insister sur la similitude de ces deux hommes de la part du président américain. Et la critique n'a pas manqué de faire jaser les journalistes à nouveau. Ce clip avait été tourné en ridicule un nombre de fois. Bon, je vous lis quelques descriptions. Grosse voix off, commentaires ronflants, musique grandiose, images de lever de soleil et de chevaux galoppant sur l'eau. Cette histoire d'opportunité enchaîne les images d'une planète heureuse avec celle d'un passé de tension. D'un côté, l'avenir radieux en couleur, de l'autre, le noir et le blanc du malheur. Le tout aux formules creuses presque risibles. Le passé n'a pas besoin d'être le futur. L'histoire évolue toujours. De l'obscurité peut surgir la lumière. La vision est binaire, simpliste, balourde. Car il n'y a que deux choix. Soit le retour en arrière et ta-ta-ta, avion de chasse et tir de missiles à l'écran. Sur le bond en avant et là, ta-ta-ta, les missiles redescendent sur la Terre et la Corée du Nord, habituée aux coupures d'électricité, s'illumine à l'image de sa voisine du Sud. C'est beau comme de l'antique, presque magique, nous dit un journaliste correspondant que j'affectionne particulièrement. Autant vous dire que la relation entre les deux leaders risque de terminer en un flop, mais pour le moment, Donald Trump reste sur l'idée que son vidéomontage peut avoir un effet psychologique sur son homologue de la Corée du Nord. Je vous laisse donc à ces considérations un peu malheureuses, il faut le dire, pour enchaîner avec l'édito politique, et c'est Raphaël Mille que nous retrouvons pour Merci la police.